Alors, bonsoir tout le monde au Café des Architectes numéro 4 de la saison 2. Et pour notre sujet de ce soir, l'architecture paramétrique, vers quel futur? Alors, vous avez déjà un aperçu ici dans la salle, bien sûr. Je vais commencer par remercier celles que j'oublie. Je ne veux pas oublier de remercier nos bénévoles. Marie-Astrid Collin, Anaïs, Mélissa Harvey, Sylvia Spampinato qui organise les cafés, avec Pauline Butiot qui travaille avec nous à la Maison d'Architecture. Merci à vous pour cette organisation. Et bien entendu, Alain Laforêt, qui est ici, qui enregistre, qui filme, qui... Bon. Alors, ce soir, je vais vous rappeler un peu les règles du jeu. Les Cafés des Architectes, c'est une rencontre amicale où les gens qui sont dans la salle ont autant, sinon plus, à dire que les personnes en avant. Mais bien sûr, on a des spécialistes ici ce soir, des grands experts de la question, de la question posée. Alors, je vais donner un bref aperçu de qui ils sont, mais très bref. Ils ont des CV longs comme ça et tout. Alors, on a essayé de couper, ça a été difficile, mais je vais vous lire ça. Ensuite, chacun, l'un après l'autre, va nous présenter un peu son idée sur la question en cours. Donc, chacun a 5 minutes pour s'exprimer, pour dire un peu son point de vue, ses sentiments là-dessus. Et ensuite, Monsieur Pierre Côté, animateur ce soir, modérateur, va un peu diriger la conversation entre toutes ces personnes. Alors oui, tout seigneur, tout honneur, les commissaires de l'exposition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire Maxime Moreau et Maurice Martel, cofondateurs de la firme Architecture Open Forum. Alors, Maxime Moreau et Maurice Martel sont architectes, ils sont cofondateurs et associés de l'agence montréalaise Architecture Open Forum. Ils sont les commissaires exposants de cette exposition en cours. Bon, je viens de vous le dire, excusez-moi, je lis bêtement. Leur parcours académique, distingué par plusieurs prix et bourses, les amène à travailler à l'étranger, aux États-Unis et en Suisse notamment. Maxime Moreau y approfondit des thèmes de recherche liés à la traduction de formes complexes, produites à l'aide d'outils informatiques. En 2005, Maxime a gagné la médaille d'or de l'Institut royal d'architecture du Canada et en même temps, la bourse Cardinal Hardy. Maxime possède une expérience de 9 ans en pratique privée à Los Angeles et à Montréal, où il a notamment collaboré avec Groupe Cardinal Hardy et Daou Le Stage. Maurice Martel, son associé, a travaillé aux États-Unis et a collaboré avec différentes firmes internationales, dont Zara Hadid Architects. Il a aussi collaboré avec des firmes québécoises, dont Ramoisi Tremblay Architectes, Atelier in situ, qu'on connaît bien ici. Nicolas a collaboré aux Archifictions en 2006 avec nous à la MAC, avec le romancier Jean-François Chassé. Ils avaient créé une œuvre superbe. Mais Nicolas est très actif, il a un très long CV. Alors je vais essayer de résumer. Artiste, architecte, physicien. Il a étudié à l'Université de Montréal et au MIT. En 1995, il fonde le laboratoire XI Gestatio. C'est comme ça, et dédié à la recherche et à la création en art, architecture, design et informatique. Il a dirigé l'axe de recherche en vie artificielle et art robotique de l'Institut Hexagramme, dont il a été le directeur de 2001 à 2008. Il a par ailleurs été vice-président de la Société des arts technologiques de 1998 à 2007. Sa double formation, physique à l'Université de Montréal et architecture au MIT, lui permet d'allier à la pratique de l'architecture, des arts et du design l'utilisation intensive de données bioclimatiques, scientifiques et informatiques. Son travail de recherche et création porte sur le potentiel de l'informatique en genèse formelle et fait appel aux notions d'hybridation numérique, de structures émergentes et de vie artificielle. Il développe différents systèmes de gestation évolutive, produisant des structures formelles, architectoniques et sonores, destinées à se développer continuellement sans assistance humaine. Parce qu'on va pouvoir discuter là-dessus tout à l'heure. Bon, je vous rappelle notamment la harpe à nuages célèbre qui devait représenter le Québec à New York un certain septembre 2001.
et d'autres œuvres de Nicolas. Ensuite, Maria Mingalon. Maria Mingalon est ingénieure senior en structure et détient une maîtrise en architecture. Son travail s'inspire de la nature comme source de connaissances et utilise le calcul numérique comme outil de design, d'analyse et de conception. Suite à ses études en Espagne ainsi qu'à l'Imperial College of London, elle travaille dans la firme de consultants en design et ingénierie Arup. Elle y a entre autres conçu le design de 2 ponts piétons pour l'agence Zaha Hadid Architects dans le cadre des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Elle enseigne par ailleurs à McGill, où elle a notamment co-dirigé le projet d'architecture paramétrique du pavillon Quantum Play, exposé présentement à la MAC. Donc on a des dessins ici. Et bien sûr, l'œuvre est sur le campus de McGill, on peut tous encore l'admirer. Olivier Diance est vice-recteur adjoint aux études à l'Université Concordia, créateur primé du CD-ROM Les Cathédrales Aveugles et d'une carte du monde électronique. Olivier Diance fait partie de cette nouvelle vague de chercheurs qui développent le potentiel créatif offert par les nouvelles technologies. Il a été webmestre des sites Chair et Métal, Continent 10 et La Condition Inhumaine. Olivier Diance est l'auteur de 11 livres, dont Chair et Métal, Évolution de l'homme, la technologie prend le relais, qui s'est mérité le prix du meilleur essai de la Société des écrivains canadiens, section Montréal, et qui a été publié en anglais chez MIT Press. Son 11e livre, Enfanter l'inhumain, le refus du vivant, vient de sortir. Ses œuvres numériques ont été exposées un peu partout dans le monde. On l'a un peu invité comme le philosophe, je ne sais pas si c'est pertinent, mais on vous a catégorisé comme la personne qui va un peu analyser les choses d'un point de vue différent. Son Nguyen est architecte. Il pratique l'architecture depuis 19 ans. Suite à ses études à Montréal, il est parti à San Francisco. Il est diplômé en architecture de Berkeley et son mémoire s'est mérité le prix du American Institute of Architects. Son Nguyen se spécialise dans le développement de la méthodologie de conception numérique dans la pratique architecturale et plus spécifiquement dans la recherche de l'intégration des systèmes de calcul complexes dans le processus conceptuel. Il est également enseignant à l'Université de Montréal pour l'atelier du projet final de maîtrise, ainsi que le séminaire sur l'architecture paramétrique intitulé « Architecture virtuelle ». On va aussi parler d'enseignement ce soir et de la place du paramétrique dans l'enseignement. Enfin, Pierre Côté, modérateur, je pense que j'ai fait le tour, est professeur titulaire, enseignant-chercheur à l'école d'architecture de la faculté d'aménagement de l'Université Laval à Québec et est directeur des programmes de bac et de maîtrise professionnelle en architecture de l'Université Laval. Il possède un PhD de l'Université Carnegie Mellon à Pittsburgh. Il enseigne à la maîtrise l'utilisation de l'algorithmique appliquée à la conception architecturale dans le cadre du cours théorique de la concentration architecture et fabrication numérique. Et c'est à Pierre Côté que nous confions le soin d'animer la discussion après les présentations de nos cafetiers. À vous la parole. D'abord, merci d'être venu en aussi grand nombre. On apprécie énormément tous les cafetiers ici. En fait, on est venu discuter ici ce soir des possibilités de l'architecture paramétrique, des outils informatiques et par conséquent du mode de conception et des nouvelles formes de complexité. C'était ce qui était mentionné dans le communiqué. En fait, pour commencer, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous expliquer qu'est-ce qu'est l'architecture paramétrique pour nous chez OpenForm. Ça fait référence à un mode de conception élaboré à travers la notion de changement. Changement dans les paradigmes d'architecture qui sont survenus durant les 20 dernières années environ. Donc, on peut penser à l'informatique, au langage de programmation, au codage, aux mathématiques, et à l'arrivée de certains outils de modélisation et de logiciels, Revit, Rhino, Grasshopper, MicroStation, Digital Project, Cassia, etc. Donc, pour certains architectes, la conception architecturale passe maintenant
par ces nouvelles données ou ces nouveaux paradigmes, si on peut dire. Fait intéressant, en naviguant sur le site du Cégep de Maisonneuve, j'ai retrouvé une description du programme en sciences informatiques et mathématiques qui s'adressait aux étudiants qui souhaitaient poursuivre leurs études à l'université en génie, en informatique, en physique, en mathématiques et en architecture. Donc ça m'a fait un peu sourire de voir le profil que se faisaient les gens aujourd'hui de l'architecte et de son parcours. L'architecture paramétrique est aussi pour nous une architecture de paramètres, c'est-à-dire où chaque paramètre défini nous aide à définir et comprendre un système bien particulier. C'est une architecture de relations, une conception dynamique et intelligente où chaque objet sont basés sur des relations, des règles précises générées à l'aide de l'outil informatique. C'est une architecture de mathématiques, un système formel d'éléments qui crée des relations afin d'enrichir une structure. Et finalement, pour nous, c'est une architecture complexe, une architecture qui reflète un nouveau point de vue sur la compréhension d'une architecture non linéaire et qui essaie de s'adapter à une forme de plus en plus complexe. Une question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cette complexité? La question qui était posée par la MAC, le lien avec les structures naturelles et plus. D'abord, il y avait environ une vingtaine d'années, l'utilisation de l'informatique et des algorithmes, des simulations par ordinateur ont été produites dans des domaines comme les mathématiques, la physique, la biologie, les sciences sociales et bien d'autres, de manière à produire un niveau élevé de complexité et capable de reproduire plusieurs fonctionnalités, que ce soit dans les organismes biologiques, les systèmes abstraits de mathématiques, les phénomènes économiques, la philosophie, la génération d'entités virtuelles. Je suis pas encore là, c'est bon. Pour de vrai? Bon, pour citer peut-être un architecte, donc les Suisses, l'architecture est vraiment la croisée des mathématiques et est en mutation. On a des exemples ici, des études d'églises de Borromini et des études de coquillages qui datent dans le XVIIe siècle, excusez-moi. Et ce qu'on a noté finalement, c'est que les mathématiques sont principalement un canevas, uniquement un objet d'inspiration. Et ici, projet d'OpenFORM où les mathématiques, le trillium, nom du projet du développeur, a été repris pour développer un objet, un diagramme tripod et développé en 3D. Donc, les mathématiques sont vraiment une inspiration en plan et le paramétrique est un outil pour développer la forme et la matérialité du projet. Le Planless House, qui est un projet où les mathématiques sont, disons, un outil de génération, beaucoup plus qu'un outil d'inspiration, pour générer des milliards de possibilités dans le plan, dans l'organisation de la maison. Et finalement, le pont que vous retrouvez ici en exposition, qui est un mélange un peu des deux, où finalement l'idée de traverser un cours d'eau est basée sur une division de l'espace d'un triangle et de ces courbes sans fin pour venir définir la forme du projet. Et dans un deuxième temps, en 15 secondes, les mathématiques, les outils paramétriques nous aident à optimiser la structure et la matérialité du projet. Voilà. Merci. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit exposé sur, entre autres, deux projets. Un projet, c'est plutôt dans le domaine pratique, et un autre, un projet de recherche. Donc,
La lecture s'appelle Complex Models for a Complex World, How Metamodels can Assist Design in a Simulated Environment. Donc, les deux modèles de base paramétriques qui existent depuis longtemps, on connaît bien le modèle d'Antonio Gaudí pour la Sagrada Familia, un des premiers modèles qui utilise l'idée de faire un modèle physique qui représente les forces physiques. Un autre modèle plus récent, c'est le modèle de Frey-Otto pour le stade de Munich. Frey-Otto, en fait, reprend le modèle de Gaudí, mais cette fois-ci, utilise des instruments de photographie pour étudier les relations des forces sur une structure complexe qu'on connaît bien, qui est le stade de Munich. Donc, pour expliquer les différents types de modèles qui existent, j'ai fait comme une série de diagrammes qui représentent ce que pour moi représente le nouveau modèle paramétrique, si on veut. Donc, le paramétrique représente différents facteurs environnementaux, les motivations conceptuelles et le programme fonctionnel. Ça se résume au contexte, les intentions puis les besoins. Au milieu se retrouve le modèle réactif. Celui-ci réagit et s'adapte par rapport aux données qui sont rentrées dans ce modèle-ci. Donc, si on transforme chacun de ces paramètres-là, le contexte, l'intention et le besoin, on est capable d'activer un modèle qui est réactif, qui va nous donner des renseignements par rapport à non seulement la géométrie, mais aussi d'autres facteurs, c'est-à-dire la structure, tous les effets thermodynamiques et ainsi de suite. Donc, le métamodèle que j'appelle, c'est une série de ces modèles réactifs-là, reliés ensemble dans un réseau interactif qui s'adapte aussi à toutes les données qui sont soit à l'extérieur de ces métamodèles-là ou à l'intérieur. Donc, les modèles paramétriques sont de plus en plus de ce type-là, un type de réseau, c'est-à-dire où on peut relier plusieurs modèles simultanément. Donc, le premier projet, Unfold, c'est un projet qui s'appelle, c'est un Aquatic Therapy Facility. Donc, il se trouve à San Jose. Je vais y aller plus vite maintenant. C'est un projet qui est d'un étage en structure de béton, dont on voit le plan ici. Donc, la seule façon que ce projet-ci a comme relation avec l'extérieur, c'est par le toit et par la façade est. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est de faire des études. Dans ce projet-ci, on a travaillé avec plusieurs modèles séparés. Donc, c'était en 2007, le développement des logiciels n'était pas encore à la pointe. Et donc, on a décidé de travailler à la main énormément, étudier les différents types d'effets de lumière. On est arrivé à ce point-ci. Donc, les objectifs, c'est de atténuer l'éblouissement et puis avoir le maximum de lumière naturelle. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a modulé les lucarnes qui étaient au toit à cette forme-ci qui me permet de diminuer tout cet éblouissement. Oui. Projet en chantier. Donc, le deuxième projet, c'est un projet qui s'appelle J-Tower. L'idée de ce projet-ci, c'est un projet d'étude pour étudier comment est-ce qu'on pourrait programmer une façade pour qu'elle puisse être faite de façon paramétrique en utilisant les facteurs environnementaux comme une façon de faire réagir le modèle. Donc, en utilisant un modèle de radiance, on est capable de contrôler les effets sur le modèle. Et ensuite, par une série de définitions, on définit les surfaces de ce modèle-ci et ça nous permet de ensuite programmer différents modules de type de façade qui vont être reliés dépendant à la radiance solaire de ces différentes élévations-là. Donc, ça nous donne cet effet-ci. Donc,
totalement programmé à travers Grasshopper. Donc ça, c'est un des résultats qu'on peut obtenir dépendant des facteurs qu'on utilise. Bon, ça, je vous donne un peu des sources de code et puis aussi un remerciement à Alexis Charbonneau qui était mon assistant dans cette recherche. Merci. Bonsoir, merci à la Maison de l'Architecture du Québec pour cette invitation. Le travail sur l'informatique est entré dans les mœurs en architecture depuis quelques années déjà, et il a mis du temps à s'y intégrer. Et très certainement, la puissance des machines, le potentiel imaginé de la puissance des machines a été longtemps supérieur au potentiel réel. Maintenant, le potentiel existe et est très largement diffusé dans les bureaux, dans les laboratoires de recherche, etc. Et cette puissance évacue souvent la question de savoir pourquoi, dans les faits, on utiliserait du paramétrique plutôt qu'autre chose, puisque, comme vous le savez tous, rien ne garantit qu'une architecture paramétrique sera une meilleure architecture qu'une architecture dessinée par les moyens traditionnels. Alors, il y a en arrière de cette notion paramétrique des aspects symboliques, des aspects historiques, des aspects théoriques qui sont extrêmement importants. Et sans entrer dans les détails maintenant, mais je pense que Maxime l'a déjà abordé sur quelques points, je pense qu'il y a également un aspect mythologique qui est lié à la biomimétique et à cette idée qu'on devrait être capable de construire un édifice qui réagit à son environnement un peu comme un être vivant. Et il faut voir que toute l'histoire de l'informatique, qui est en fait une descendante de l'histoire des automates, donc de l'histoire de l'automatique, est une histoire de la simulation du vivant et des appareils autonomes. Et on voit poindre à l'horizon de toutes ces démarches paramétriques l'idée d'édifices qui non seulement réagissent à leur environnement comme des êtres vivants, mais réagissent également en temps réel et sont capables d'évoluer en fonction de leur environnement. Ce sont des horizons qui sont encore très lointains, mais toujours est-il que, de mon côté, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, à l'architecture paramétrique, qui porte également, on appelle dans notre laboratoire procédural ou algorithmique, ça venait d'un domaine complètement différent. Ça venait de mon très grand intérêt pour les environnements de type bidonville et village traditionnel. Pour étudier ces environnements et leur complexité géométrique de façon un peu paradoxale, il faut faire appel à des outils informatiques. C'est quelque chose que les anthropologues connaissent bien déjà, puisque pour défricher ou déchiffrer certains systèmes de parenté complexes dans les tribus anciennes, les tribus bien antérieures à nos civilisations, il a fallu également faire appel à l'informatique. Donc moi, je me suis intéressé à l'informatique parce que le développement d'un bidonville, comme le développement d'un village traditionnel, a quelque chose de procédural. Évidemment, ces gens-là faisaient du procédural sans le savoir, mais aujourd'hui, on le modélise par du procédural. À l'opposé d'une ville comme Manhattan, par exemple, qui s'est développée selon une trame qui précédait l'apparition de toutes les adresses et de tous les bâtiments, un bidonville se développe adresse après adresse. Chaque maison doit tenir compte des maisons précédentes et change les règles du jeu pour les maisons suivantes. Ces règles de coexistence d'activités et de voisinage qui existent dans les maisons sont extrêmement importantes parce qu'elles sont ancrées dans des traditions culturelles, symboliques, religieuses et qui font en sorte que, même dans les bidonvilles les plus pauvres du monde, on observe des distinctions évidentes entre les trames urbaines et qu'après un très rapide examen, le plan d'un bidonville, son simple plan à la Noli, un plan blanc et noir, nous révèle s'il vient du Kenya, de Somalie, de Thaïlande, d'Indonésie ou d'Amérique du Sud. Et je vous invite d'ailleurs à surveiller la sortie du film Bidonville, auquel j'ai participé dans les 2 dernières années, qui devrait sortir d'ici quelques semaines et qui, entre autres, aborde ce sujet. Toujours est-il que comme architecte, évidemment, on n'est pas mandaté pour construire des bidonvilles, c'est hors de notre portée, mais évidemment, au moment où on étudie les systèmes d'assemblage, les géométries sociales formelles qui prévalent dans les bidonvilles, on développe des outils. On a développé des outils d'analyse, on a développé des outils de simulation, et comme architecte, c'est un peu atavique, on ne peut pas s'en empêcher, on pervertit ces outils d'analyse pour en faire des outils de création. Et donc, je vais vous présenter ici quelques objets qui ont été générés à partir de ces stratégies d'assemblage, ces arrangements, ces géométries qu'on observe dans les bidonvilles. Ces objets, je leur ai donné le nom d'architectone informatique. Architectone, c'est bien entendu en référence à Malevich, une formule qui peut devenir architecture pourvu qu'un programme, une fonction lui soit
imparti. Les architectons de Malevich étaient des structures de plâtre très orthogonales, les architectons suprématistes, et qui annonçaient les architectures à venir. Et donc le jeu combiné de la géométrie des bidonvilles et de l'informatique m'a conduit à développer ces quelques architectons informatiques qui sont tous modélisés en prototypage rapide par la technique de la stéréolithographie, la technique la plus précise, également celle qui donne ces transparences qui permettent de révéler l'anatomie interne des édifices. Tous ces objets que vous voyez sont des objets dont les formes possèdent un secret. Elles sont toutes nées du codage d'une pièce musicale. Celui-ci, par exemple, provient de la ritournelle de l'Orphée de Monteverdi. Celui-ci provient d'une très ancienne complainte traditionnelle qui s'appelle la complainte de la Blanche-Biche, qui existe en plus de 80 versions et qui m'a permis un programme de recherche sur lequel j'ai plusieurs modèles que j'ai appelés les mutations de la Blanche-Biche. Celle-ci s'appelle Coirot, celle-ci s'appelle Doncieux, celle-ci s'appelle Chesson. C'est le nom des folkloristes qui ont collecté les mélodies dans les différentes régions de France, du Québec et de Scandinavie. Et celle-ci s'appelle Massignon. Donc ces sculptures sont des espèces de petits bonsaïs informatiques, mesurent 30 à 40 cm de long. Ce sont de véritables labyrinthes formels. Et c'est le résultat direct de ce travail de croisement entre le bidonville et l'ordinateur. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Les ailes d'une libellule, la coquillage d'un mollusque et même nos propres os sont des structures très complexes mais d'une haute efficacité et performance. Mais comment est-ce qu'on peut concevoir des structures comme la nature les fait? Bon, la nature ne sépare pas la forme de la structure ou de la fonction. Les trois concepts ne sont qu'un seul. Mais comment est-ce qu'on peut analyser ces structures et surtout les fabriquer? Bon, l'architecture paramétrique, ensemble avec la fabrication digitale, nous offre la possibilité de rejoindre la forme, la structure et la fonction. D'abord, on peut analyser, évaluer et essayer des infinies solutions jusqu'à trouver la meilleure. Et même si la forme résultante est complexe, la fabrication digitale nous permet de la faire réalité comme s'il s'agissait d'une forme standard. Par exemple, les ailes de la libellule sont une construction vraiment singulière, où on n'arrive pas à distinguer, à séparer la structure de la forme ou de la structure ou de la fonction. Une fois qu'on a paramétrisé la géométrie des ailes, on peut analyser sa configuration pour mieux comprendre comment est-ce que cette structure fonctionne. La distribution des cellules hexagonales, pentagonales et rectangulaires est la vraie responsable des différentes courbatures que les ailes atteignent pendant le vol. De cette manière, les hexagones et pentagones permettent que l'aile se courbe pour déplacer l'air et faire la libellule avancer. Mais des ailes sont capables aussi de résister les efforts du vent par moyen de cellules rectangulaires très rigides sur la partie frontale de l'aile. Cette étude de recherche a été donc traduite sur une structure pneumatique conçue pour le Festival international de théâtre à Jena, en Allemagne. Sans la modélisation paramétrique, concevoir et surtout fabriquer cette structure n'aurait pas été possible. Un autre exemple, c'est cette marquise pour l'Architectural Association à Londres. Même son visualisation n'aurait pas été possible sans l'utilisation de logiciels paramétriques, mais surtout sa fabrication avec 2 mm de tolérance. S'il aurait été possible, ça aurait été très très coûteuse et presque impraticable. Les pavillons contemplés ici à Montréal
c'est un autre bon exemple de ce que l'architecture paramétrique, ensemble avec la fabrication digitale, peuvent achever. Aussi, les nouveaux pavillons, les BICHAC, maintenant un processus de conception détaillée et qui sera construit pour le mois de mai. Mais on n'arrête pas ici. C'est vrai qu'il y aura des défis importants pour des architectes, des ingénieurs et des fournisseurs. Mais l'architecture paramétrique n'a fait que commencer. Et ces possibilités sont infinies. Merci. Alors, comme je suis le seul non-architecte, j'imagine, dans la salle, je n'ai pas amené de PowerPoint parce que je ne voulais pas faire un fou de moi et montrer des choses qui étaient toutes classiques pour vous et que vous regardiez à l'université. Donc, je vois les choses un petit peu différemment ici. Ce qui m'intéresse dans ce que je vois, évidemment, avec un œil externe, vraiment personne dans la rue qui voit ces choses-là, qui admire ces choses-là, c'est pour moi, ça représente un phénomène que j'ai vu ailleurs dans les transformations de la société. Donc, c'est un phénomène que j'appellerais, que j'ai tendance à appeler la réalité technologique, et c'est l'idée que ce n'est pas que les choses nous paraissent moins humaines aujourd'hui, mais elles sont plus organiques. Et je pense que l'architecture paramétrique nous montre ça. Quelqu'un comme moi, qui est vraiment un néophyte, cette architecture-là semble beaucoup moins humaine par rapport à l'architecture que je connais. Mais de l'autre côté, elle est beaucoup plus organique, elle est beaucoup plus proche du vivant, et je pense que vous l'avez tous souligné. En fait, c'est cette idée que j'ai développée dans certains de mes écrits, où, par la technologie, en fait, normalement, nous vivons dans une réalité qui est la nôtre, qu'on pourrait appeler la réalité biologique, qui est composée par notre corps, l'organisation de notre corps, et qu'on partage tous. On a tous à peu près le même corps, et on voit un spectre du vivant qui est très limité. Donc, la lumière est le meilleur exemple de ça. Nous voyons un spectre de la lumière qui est très limité. Et on voit très peu de la lumière. Et ce que fait la technologie, et ce que font par exemple les algorithmes, et ce que font les ordinateurs, c'est qu'ils nous permettent d'élargir le spectre du vivant. Et quand on élargit le spectre du vivant, soudain les choses nous apparaissent très étranges. Elles sont beaucoup plus proches du vivant. On le voit grâce au fractal, on le voit grâce à ces répétitions de formes, etc. Mais elles semblent de moins en moins humaines. Et c'est là, je pense, que ça nous crée un malaise dans la société dans laquelle on est. Nous vivons dans une société de plus en plus proche du vivant grâce aux machines, mais qui nous crée de plus en plus de malaise parce qu'elle nous semble de plus en plus loin de l'être humain. Et surtout, elle remet nos modèles en question. Je pense que l'architecture auquel je fais face aujourd'hui est un très bon exemple de ça. Encore une fois, pour un néophyte, l'architecture, c'est une chose dans laquelle on habite. Et ici, on voit quelque chose de complètement différent. C'est une architecture qui elle-même est vivante. C'est une architecture qui elle-même s'habite elle-même. Et ce que fait, en fait, quand on ouvre le spectre du vivant et on voit la réalité plus large grâce aux machines, nos modèles disparaissent. Et je pense que l'architecture que vous avez devant vous est un bon exemple de ça. Je vous donne un exemple de nos modèles qui disparaissent. Entre moi et les microphones, les choses sont claires, je suis vivant, le microphone ne l'est pas. Et quand on ouvre la réalité, on plonge dans la réalité, en fait dans les spectres de la réalité, on s'aperçoit par exemple qu'au niveau atomique, tout d'un coup, il n'y a plus de différence. On n'est pas obligé d'aller aussi loin que l'atomique, on peut rester au niveau biologique. On peut se demander par exemple, avec la remise en question de nos modèles, qu'est-ce qu'un être humain? C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Qu'est-ce qu'un être humain? Et vous savez que si vous tombez, par exemple, simplement au niveau viral ou au niveau bactériologique, vous commencez à vous poser de drôles de questions sur l'être humain. Quand vous savez qu'il y a plus de 600 espèces de bactéries dans votre bouche, simplement, quand les hypothèses aujourd'hui quand les recherches émettent l'hypothèse que le placenta a été créé par un virus, en fait, ce qui fonde l'être humain est en partie des choses qui sont très, très étranges et qui, en fait, sont dans une couche inférieure du réel auquel nous n'avons pas accès, mais auquel les machines nous donnent accès. Et je trouve que cette architecture que j'ai devant moi représente tout à fait ça. Cette espèce de malaise, c'est un malaise et un plaisir. C'est quelque chose qui nous séduit et qui en même temps nous fait peur. Beaucoup plus organique, beaucoup plus proche, on l'a vu avec les ailes des menthes religieuses, etc. Beaucoup plus proche de l'organique et beaucoup plus loin de l'être humain. Voilà, merci. Bonsoir, on a un super panel ce soir pour parler de paramétrique et je voudrais vous donner la parole maintenant pour vous demander si effectivement ce paramétrique remplit ses promesses. Est-ce qu'il est vraiment ce que les panélistes nous ont présenté comme étant en même temps une réponse à des questions qu'on se pose actuellement sur notre architecture, sur notre bâti, le cadre bâti dans lequel on vit. Donc, je ne sais pas qui veut casser la glace en premier.
Oui. Ce qui me frappe, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui est l'élément réellement nouveau dans ça, parce que il y a beaucoup de gens qui ont, par le passé, qui sont inspirés de la nature. Qu'est-ce qui est l'élément réellement neuf? Je ne sais pas comment dire. Par exemple, je travaille avec des jeunes gens qui utilisent beaucoup l'ordinateur. Des fois, je perçois qu'il y a des changements dans la mentalité. Comme par exemple le multitasking. Il me semble que parfois, c'est en train de changer l'être humain. La question que je pose, c'est pour les architectes, qu'est-ce qui vous semble réellement neuf, en dehors de la forme? Qu'est-ce qui vous semble qui n'a pas existé dans un constructeur du Moyen-Âge, les gens ont toujours regardé la nature pour essayer de construire. À part votre outil, qu'est-ce qui change? C'est votre question? Est-ce que quelqu'un peut... J'aurais tendance à répondre que rien ne change en fait. Parce que même les démarches technologiques les plus sophistiquées et les plus avancées sont toujours ancrées dans des aventures humaines qui datent quelque part de la nuit des temps. Depuis toujours, les gens ont rêvé de voler. Depuis toujours, les gens ont rêvé d'être partout à la fois. Depuis toujours, les gens ont rêvé d'imiter la nature. Effectivement, l'idée de bâtiment comme une montagne, building like a mountain, ça vient des jardins suspendus de Babylone ou de la tour de Babel. Donc en fait, l'idée qu'il existe des images architecturales qui sont mythiques et qui planent dans les sortes de limbes architecturaux, qui sont assoiffés d'un programme, d'une technologie pour atterrir sur Terre, c'est une idée, pour atterrir et se concrétiser, c'est comme une idée qui traverse l'histoire et les civilisations. Je dirais que la différence, quand tu dis en dehors de la forme et de l'outil, c'est justement la forme et l'outil. L'idée qu'on a accès aujourd'hui à de nouveaux possibles qui permettent d'arriver avec plus de précision à cette simulation du vivant, fait en sorte que ces outils deviennent bien plus que des outils. Ils deviennent à la fois des véhicules pour accéder à des territoires d'exploration auxquels on n'aurait jamais eu accès, ou des instruments de composition pour, en une analogie musicale, pour composer des mélodies qu'on n'aurait jamais pu composer. On entend parfois des gens dire, par exemple, l'ordinateur ne fait que faire plus vite ce que des êtres humains auraient pu faire. Mais c'est toute la différence du monde. Si on dit le calcul que mon ordinateur vient de faire aurait pu être fait par des êtres humains, par 5 millions d'êtres humains en 5 millions d'années, c'est la différence entre le possible et l'impossible. Donc c'est la différence entre pouvoir le réaliser et ne pas pouvoir le réaliser. Alors ma position par rapport à ta question, c'est ça, c'est simplement s'approcher toujours au plus près de ces tentatives de représenter de grands mythes, de grandes images mythiques de l'architecture, de grands principes, avec le plus de précision possible, ce sont des tentatives qui sont nécessairement un peu obsessionnelles, disons, mais aujourd'hui, effectivement, comme Olivier parle d'un édifice qui devient comme un être vivant, quelque part, encore une fois, ça n'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. Sauf que la précision aujourd'hui devient telle que ça crée à la fois, ce qu'Olivier peut décrire comme un malaise, mais ça décrit des gammes d'impressions et d'émotions nouvelles par rapport à l'architecture. Ces émotions et ces impressions sont en soi ce qui constitue la nouveauté. Ces systèmes de sens, en fait, qui émergent de l'utilisation de ce nouveau potentiel. C'est plutôt une réaction qu'une question. Selon moi, il y a quand même une différence qualitative. Cette forme d'architecture, c'est une perte de contrôle de l'humain. Et c'est peut-être en cela que c'est nouveau par rapport au temps passé. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de comprendre la nature, mais on a toujours voulu avoir le contrôle, savoir ce qui se passait. Alors que dans ces architectures, à long terme, l'architecte ne conçoit plus son œuvre. Ce sont les modèles qui le font. Alors, actuellement, c'est encore un peu théâtral, c'est-à-dire que c'est prétendre que c'est organique, mais en réalité, l'architecte est toujours un grand dieu derrière. Mais le mouvement, tel que le multitasking ou le mouvement de la société, c'est qu'on participe toujours un peu plus dans un modèle qu'on n'a pas conçu nous-mêmes. Et c'est peut-être en cela qu'il fait peur. Est-ce qu'on peut faire confiance dans quelque chose qu'on ne peut pas concevoir soi-même? En fait, moi je dirais que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les systèmes de relations développés par le concepteur majoritairement ne peuvent pas être développés
sans que l'architecte, le designer s'arrête et se pose la question à savoir comment ce système de relations-là va être développé. Que ce soit un système structural, que ce soit une optimisation des matériaux, dans une recherche d'exploration où il est possible de construire une multitude de pièces uniques et de les analyser par la suite pour savoir laquelle est plus optimale pour sa structure, son enveloppe, son ensoleillement, ses ouvertures, et que tous ces modèles-là soient basés, par exemple, sur le concept initial de l'architecte qui a été écrit par lui-même et qui a été transmis ou traduit en code, et la même chose qu'un architecte qui fait un concept avec un crayon et qui le fait une fois au lieu de pouvoir le faire 1000 fois. Donc la base subjective ou la subjectivité de la création au début, moi je trouve qu'elle est optimisée, elle grandit et on a des surprises qu'on n'avait peut-être pas pensé au départ, et ces surprises-là souvent sont heureuses pour le concepteur, le client, le contexte, l'environnement et plein d'autres choses. C'est comme ça que je l'expliquerai de mon côté. Merci. Je me demandais si vous pourriez peut-être expliquer avec un exemple de le pont que vous avez fait, c'est quoi les paramètres que vous avez rentrés, comment ça a fonctionné, pour qu'on puisse comprendre un peu comment ça a pu aller ça. Je vais l'expliquer un petit peu. Ben, en fait, c'est simple. Premièrement, c'est qu'on avait des contraintes de départ. Le pont, il faut traverser d'une rive à l'autre. De l'autre côté, on a musée qu'il fallait aller, on voulait aller se rendre là. On voulait faire un pont qui était comme plus, pas juste un élément où on veut traverser, avoir un mouvement du point A au point B, mais plus que ce soit un espace aussi, où il y avait une place publique avec un café et tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on a utilisé la forme d'un triangle. On a regardé, en fait, moi et Maxime, on est allé faire des workshops avec Wolfram pour le logiciel Mathematica. Puis ça nous a vraiment ouvert l'esprit un peu là-dessus. Puis sur le site Internet, il y a des démonstrations. Vous pourrez aller voir là, le site de Wolfram. Puis il y avait cette démonstration-là qui était comme le triangle. En fait, tu pouvais bouger les points, puis c'est comme ça faisait des courbes. Puis c'est ça un peu qui nous a inspiré, vraiment la fonction puis la façon de circuler dans l'espace. C'est vraiment comme un schéma qui était circulationnel ou fonctionnel, qui a inspiré vraiment la forme du pont. C'est vraiment parti simplement de ça, là. Puis après ça, nous, on l'a analysé, on a apporté justement notre petit côté comme subjectif d'architecte, de concepteur, pour arriver à une forme qui a donné ce que ça a donné au final. Je sais pas si ça fait le tour un peu, tu comprends un peu plus ou... Non? Pour terminer, une fois que la mathématique avait été ancrée, disons, la trajectoire, la forme, l'inspiration du projet, ce que ça nous a permis ensuite, les outils informatiques, c'est de pouvoir découper le projet d'une certaine façon pour y définir une structure, parce que qui dit pont dit structure. Donc les principes structurels ont été établis à l'intérieur des outils informatiques, et c'est nous-mêmes qui avons décidé du rythme, etc., de ces cadres que vous voyez qui viennent couper le pont. Après ça, ces cadres-là ont été développés, ont reçu des éléments de connexion, des poutres en compression, et tout ça a été envoyé à une firme d'ingénierie. Ce modèle-là a été analysé sur les mêmes bases, le même modèle était partagé entre les ingénieurs et nous, les architectes. Et ensuite, avec certains éléments de communication, on a réussi à optimiser la forme. Et cette forme-là a été retournée à l'agence. Et nous, par la suite, à partir de là, on était capable de travailler tout ce qui est l'enveloppe à partir du volume, de la géométrie existante. Donc, c'est vraiment, tout est lié un avec l'autre. Le diagramme, l'inspiration mathématique, qui a été prise, comme Maurice le dit,
sur Internet, disons. Là. Et nous, on a reproduit ça dans nos logiciels. La forme a été générée, les cadres ont été générés, les membrures ont été générées, échange, après ça la surface et la production de l'objet ici en 3D print. Et après ça, il s'agirait simplement d'aller une étape plus loin pour pouvoir réaliser ce pont dans ses connexions et la connexion de l'enveloppe avec la structure principale. Donc, dans l'exposition, vous voyez cette progression-là. Est-ce que le pont a été vraiment conçu de façon paramétrique ou vous l'avez sculpté dans Rhino, puis ensuite vous avez modifié les paramètres, c'est les paramètres qui ont fait la forme? Le plus possible. C'est sûr qu'il y a des sections. C'est un projet de concours, premièrement. Et deuxièmement, c'est un projet pour la MAC. Donc, on n'a pas gagné, mais on a décidé de le continuer, de le poursuivre quand même pour notre intérêt à vouloir explorer cette forme-là, parce que souvent les architectes conçoivent des formes et s'ils ne gagnent pas, ou peu importe, la forme reste dans l'ordinateur et on l'oublie. Nous, notre intérêt, c'était d'utiliser ce projet-là comme un outil où on allait explorer la matérialité comme si c'était un projet qu'on allait concevoir pour de vrai. De là, notre intérêt de valider notre structure et notre conception par une firme. Et les assemblages et tout ça, on l'a développé le plus possible avec le temps et l'énergie et les ressources qu'on avait. Et c'est sûr que si le projet peut être développé, mais la pose pourrait facilement et les connexions à être entrées dans le programme. Monsieur? Oui. Ah. Bonjour. Bon, j'ai écouté vos présentations de technologies qui ont des possibilités évidentes, mais je vais vous poser la question suivante. Montréal, supposément ville de design, quand est-ce que vous, architectes, vous allez nous débarrasser des structures carrées, rectangulaires, dont le dernier exemple, l'expansion de la Place des Arts, qui sont des structures sans âme, sans vie, sans imagination. Moi, je veux savoir quand vous allez mettre ces trucs-là en pratique, on puisse voir le résultat et les toucher. Comme le statut Cal d'Or qu'on peut déménager, j'espère, dans vos espaces. Peut-être qu'il y a d'autres architectes dans la salle qui qui sont de Montréal. Moi, je voulais juste dire que c'est pas vraiment nous qui prenons cette décision-là, c'est plutôt les clients. C'est les personnes qui donnent les mandats des projets, c'est à eux qu'il faut... Déjà, on essaie de les convaincre pour ça, mais c'est pas évident parce que c'est sûr que vite, les clients, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de standard, quelque chose qui va pas coûter cher, quelque chose qui va bien se fabriquer. Mais ils ne comprennent pas non plus que ces formes-là ne sont pas nécessairement plus chères qu'une forme standard à fabriquer. Je vous ai entendu, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on part avec un objectif, un coût, un budget, et on fonctionne avec ce budget. Ouais. C'est ça qu'on fait. Et devenez vendeur, architecte. Devenez vendeur, dites à vos clients, écoutez, est-ce que vous voulez être reconnu pour une structure qui a de l'imagination, qui est différente, qui est élégante? Oui ou non? Mais en fait, c'est ça, c'est que la différence, c'est que tout ce temps-là, ben en fait, c'est nous. Dans l'architecture paramétrique, c'est beaucoup de temps que nous, on passe devant l'ordinateur qui va vraiment... Puis après ça, le temps qui se passe après pour la fabrication est réduit parce que c'est automatisé, c'est quand même plus simple. Fait que c'est de ce côté-là, ben, vous avez raison, c'est de notre côté aussi qu'il faut soit qu'on demande plus cher d'honoraires ou qu'on mange nos bas un peu plus pour demander moins d'honoraires pour... Mais c'est vrai, on faudrait... Comme on posait la question, il y a quelques cafés, on pourrait répondre quel type de pont Champlain on veut avoir pour l'avenir, mais on a beaucoup de monde à convaincre. Non, la question, elle est sur... Personne qui va répondre à cette question. Est-ce que je pourrais... Alors, répondre à cette question? Ben, je sais pas. Oui, avant que je pose la question. C'est que l'architecture est un domaine qui est, dans le grand public, radicalement conservateur. Les gens tiennent aux formes qu'ils connaissent. La maison traditionnelle québécoise, ici, est une maison d'importation normande ou bretonne. Les gens déménagent avec les formes qu'ils connaissent. Et on ne peut que difficilement arriver à concevoir des formes quand on
on a vu toujours les mêmes familles de formes. Le travail sur l'architecture paramétrique, le travail de recherche qu'on fait dans mon laboratoire aussi, c'est un travail qui vise justement à proposer ou à étendre le champ des possibles, et à enrichir l'imaginaire, mais c'est un travail de fond qu'il faut faire. Et ce travail-là est extrêmement important, vous avez raison. Comme disait mon collègue, malheureusement, on n'est pas seul en cause. Il y a beaucoup de facteurs autour de ça qui viennent dire, par exemple, vous avez mis un angle à 45 degrés, vous êtes extravagant. Alors quand on arrive avec des formes comme ça, évidemment, on est un peu en dehors du monde. Et c'est un travail de fond à faire. C'est un travail je dirais, pédagogique, qui n'est pas seulement au niveau des clients, qui est aussi au niveau de, je dirais, l'ensemble des strates culturelles de la société. C'est un travail auquel, comme chercheurs, nous, on s'adresse, on est à l'université, on peut faire ça, on a le temps, on a les moyens de le faire, mais ça reste quand même très ponctuel, et je suis d'accord avec vous, sur Montréal, et en particulier au niveau du projet que vous avez cité, il y a beaucoup de travail à faire. Ajouter quelque chose. Et peut-être, parce que j'ai l'expérience aussi dans l'Europe, ici à Montréal. Ce que je vois en Europe et à Londres, ce n'est pas la même chose que je vois ici à Montréal. Okay? Premièrement, en Europe, il y a l'architecte et l'ingénieur, ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de séparation. Dans le gouvernement, dans les institutions, et même dans les appels des offres. Ici, il y a une séparation vraiment tangible, on peut le toucher. Okay? Je ne sais pas si ça dit comme ça en français. Okay? Donc, les architectes travaillent par ici, les ingénieurs travaillent par là. Et normalement, ce que j'ai trouvé ici à Montréal est que les ingénieurs, ils ne sont pas préparés à supporter les idées des architectes. Pour moi, il me paraît qu'ils sont comme 10 ans avant. Pour les ingénieurs, ouais, ce que j'ai vu pour les ingénieurs, pour les méthodes d'analyse, et surtout pour l'architecture paramétrique, c'est comme quelque chose qui n'est pas arrivé. Mais pour les architectes, ce n'est pas comme ça. Et aussi, je pense que la problématique réside pas sur la conception, parce qu'on peut concevoir de toutes les choses aujourd'hui, maintenant, de manière digitale. Okay? Et le papier, comme on peut dire, va supporter toutes les choses. Le problème commence quand tu commences à construire quelque chose. Parce que les fournisseurs, si les fournisseurs et l'industrie n'est pas préparés pour faire cette conversation avec l'architecte et l'ingénieur, ça ne marche pas. Et ça va coûter beaucoup d'argent et on va commencer à gonfler les prix, mais ça n'a pas de sens. Et ce problème n'est pas seulement ici à Montréal, c'est aussi en Amérique du Nord. Il y a des développements, mais je sais qu'il y a des gens avec lesquels je parle toujours. Je ne sais pas si vous connaissez la Digital Fabrication Alliance en Amérique du Nord, avec Bachman Neal, okay? Et des autres personnes de l'Europe aussi qui vont aider. Et en Amérique du Nord, l'industrie de la fabrication digitale et l'architecture paramétrique est un peu avant qu'en Europe, okay? comme 10 ans. Okay? C'est ça que j'écoutais, ce n'est pas quelque chose que j'invente ici. Donc, pour moi, c'est ça, la clé, c'est les architectes et les ingénieurs ensemble, pas séparés, parce qu'on fait la même chose, on construit des choses. Et on fait la conception des structures ensemble. Leonardo da Vinci était un inventeur, un architecte, un ingénieur. Mais aussi, l'industrie de l'architecture et l'ingénierie ensemble avec les fournisseurs. Je pense que c'est la réponse à l'utilisation de l'architecture paramétrique de manière constante et de manière qu'on peut profiter vraiment de toutes ces possibilités. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? C'est ici, les ingénieurs et les architectes ne travaillent pas ensemble? Ils travaillent ensemble, mais ils travaillent ensemble... Quand on construit un immeuble, c'est pas une équipe? Oui, il y a une équipe, mais par exemple, c'est mon expérience. Dans un appel d'offres ici, l'architecte va séparer de l'ingénieur. Oui.
Le contrat est comme ça. Après ils vont se mettre ensemble. Thanks God. Et vous êtes des professionnels, c'est-à-dire faire de la pédagogie avec vos ingénieurs et puis les organismes en conséquence pour que les gens travaillent en équipe. On puisse avoir des bâtiments qui ont un sens. Oui, c'est ça. Non, pour nous, c'est ça. On voudrait travailler ensemble avec l'architecte. Mais la méthode, la manière de laquelle les appels d'offres sont établis ici, pas à Montréal, au Québec. Au Québec, parce qu'en Ontario et Alberta, c'est différent. Et aux États-Unis, c'est différent aussi. Aux États-Unis, les architectes vont ensemble avec l'ingénieur. Du concours, du moment du concours. Donc c'est ça, le pont Champlain, c'est un bon exemple pour faire quelque chose comme ça. Pour avoir un bon ingénieur, avoir un bon architecte, faire quelque chose qui sera beau, parce que sinon, on va avoir une autre tour, peut-être. Peut-être pour appuyer ce que Marie a dit, par exemple, pour l'exemple du pont, notre but était d'avoir quelqu'un pour valider ce pont-là. On n'est pas des ingénieurs et c'est une forme très complexe. On a fait, à l'époque, vous ne connaissez pas Maria, on a fait le tour de plusieurs firmes d'architecture pour dire, est-ce que vous voulez travailler sur ce projet-là? On pourrait, d'ingénierie, excusez-moi, on pourrait vous donner un petit cachet, on fait un projet de recherche, voulez-vous participer avec nous? La majorité des gens, pour ne pas les nommer, on dit on n'est pas intéressé, on n'a pas les capacités. On a appelé 2 firmes aux États-Unis, puis la deuxième nous a dit oui tout de suite. La semaine d'après, on commence à s'échanger des fichiers. Donc, on veut bien essayer de travailler avec ces gens-là, et si ces gens-là n'ont pas encore la capacité, puis s'ils n'ont pas la capacité, c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que dans les écoles, on voit tout de suite qu'on parle d'architecture paramétrique, les étudiants d'architecture n'ont peut-être pas toutes les connaissances. Est-ce que les ingénieurs sont formés d'une façon plus traditionnelle et qu'ils ne sont pas capables de répondre à cette commande-là, avec des honoraires raisonnables? Et pour eux, c'est peut-être se tirer dans le kit ou de s'embarquer là-dedans sans avoir toutes les connaissances. Donc, il y a vraiment, pour nous, on était vraiment surpris de cette relation-là entre les États-Unis et Montréal. Alors, pour revenir à un niveau différent, ce que je me posais comme question quand je regardais les propositions, ce que je comprends de l'architecture paramétrique, donc c'est une architecture sur laquelle on transforme les paramètres qui modifient les propositions architecturales. Est-ce qu'il existe, ou pourrait exister, que les paramètres qui vont la modifier sont les êtres humains, leur comportement, et non pas juste des formules mathématiques pures? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est visible? Je vais tenter de répondre à cette question-là. C'est intéressant de parler des paramètres, mais dans un contexte analogue où comment est-ce que les comités, les focus groups, les gens qui font partie de la communauté, c'est justement, il y a déjà des mécanismes en place dans les projets conçus de façon traditionnelle où on incorpore ces commentaires-là, ces opinions-là à travers un processus de design. Mais je pense que la difficulté dans cette méthode traditionnelle-là, si on veut, c'est qu'il y a énormément d'opinions puis de commentaires. Puis comment est-ce qu'on peut trier puis utiliser ces critères-là à l'intérieur du design de façon équitable pour que c'est-à-dire que le projet reflète non seulement les volontés de l'architecte, mais aussi les volontés des usagers, des futurs usagers, des personnes qui vont être dans ce quartier-là ou qui vont vivre à côté de ce bâtiment-là. Je pense que c'est là la qualité. Puis les outils qu'on possède présentement nous offrent une façon de, je dirais, coder ces conditions-là, ces facteurs-là, puis d'une façon de les injecter directement dans le processus de conception, c'est-à-dire en amont de tous les mécanismes qui existent présentement, de CCU, de revues dans les quartiers, puis tout ça, qui sont des processus assez complexes,
qui ne se résument pas nécessairement en des paramètres ou une façon de coder à l'intérieur d'un logiciel, mais c'est un processus qui existe déjà. Moi, je ne pensais pas tellement à un niveau de consultation, je pensais par exemple à, je sais pas, une firme qui devrait revoir une place publique, une façon d'étudier les mouvements des gens. Comment dans un bâtiment, des gens communiquent entre eux? Est-ce qu'il se crée des endroits de rencontres de communication qui n'étaient pas prévus initialement dans un bâtiment traditionnel? On se rend compte que c'est là, il y a une fonction qui se crée. Est-ce qu'on peut le faire sans avoir à être dans la traditionnelle entrevue où les gens ont donné leur désir, mais de regarder les comportements des gens à l'intérieur d'une structure architecturale. Plutôt que les Le danger de ces méthodes, c'est de savoir ce qui, dans le comportement humain, est paramétrable. Et est-ce qu'un comportement est réellement paramétrable? Comment est-ce qu'on peut obtenir une mesure? Toutes ces architectures procédurales fonctionnent à partir de mesures. Toute donnée est une mesure. Et quand on rentre les choses pour obtenir un résultat, les paramètres sont nécessairement numériques. On ne sait pas travailler en informatique avec des paramètres analogiques. Alors déjà, quand on voit la complexité de mesurer l'intelligence, par exemple, comment est-ce qu'on quantifie la générosité des gens, leur degré d'empathie, leur volonté de relation? Donc je pense que c'est là où se trouve précisément la limite de cette architecture et l'endroit où, à tout instant du projet, à tout instant du processus, il faut savoir se mettre en place comme être humain, puis évacuer justement cette notion de paramètres et travailler au niveau des impressions, des relations, au niveau strictement peut-être du ressenti ou du perceptuel. Il y a eu plusieurs essais. Il y a un bouquin qui était célèbre dans les années 60, Notes sur la synthèse de la forme de Christopher Alexander, dans lequel, à la fin, il y a la paramétrisation d'un village qui est développé de façon paramétrique en essayant d'optimiser justement les différentes trajectoires que les gens parcourent pendant la journée. Donc, je ne me souviens plus c'est dans quel pays, je crois que c'est en Asie du Sud-Est. Et le résultat est un village qui n'a aucune espèce de bon sens. Parce que d'une part, la trame urbaine n'a rien à voir ni avec la trame locale, ni avec aucune trame urbaine. D'autre part, parce que tous les trajets que les gens ont à faire pendant la journée ont été pondérés avec les mêmes coefficients. Ça veut dire que sortir de chez soi le matin pour aller aux latrines publiques a la même importance qu'aller au temple le dimanche, ou la même importance qu'aller faire les commissions. Et finalement, le commentaire même d'Alexander sur son projet est tout à fait explicite, puisqu'il décrit, bien sûr, c'est un village qui a été planifié par des mathématiques. Les mathématiques traitent des nombres et l'architecture des êtres humains, mais cette différence est non essentielle. Donc on est vraiment dans des projets qui sont à haut degré de risque. Il faut justement savoir quel est le domaine de validité de cette architecture paramétrique, où elle s'applique et à quel endroit en architecture elle peut apporter quelque chose et à quel endroit elle peut nuire. Je pense que tu as posé exactement la question. Qu'est-ce qui est paramétrable chez l'humain? C'est intéressant parce que je me porte un peu fou par rapport à Nicolas. Moi, en fait, je pense que l'être humain est paramétrable et que la question du fait d'être capable de faire cette chose-là, et ce que disait Nicolas un petit peu plus tôt, c'est une question aussi de force de calcul qu'on n'a pas encore. C'est une complexité extraordinaire, mais ce n'est pas une impossibilité. Et j'ai beaucoup aimé ce que Nicolas disait tout à l'heure. Si on calcule 5 millions d'années par 5 millions de personnes, on passe par rapport à 10 secondes avec un ordinateur, on passe de l'impossible au faisable. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui comme être humain, c'est qu'on s'aperçoit que la recherche nous montre clairement qu'il y a énormément de comportements organiques, et nous sommes des êtres organiques, qui sont paramétrables. C'est une immense complexité, mais ils sont paramétrables. Des choses aussi simples et aussi difficiles à accepter que l'attirance qu'on peut avoir envers quelqu'un, l'amour qu'on peut avoir à quelqu'un, ce sont des choses qui peuvent se calculer, ce sont des choses qui peuvent se mesurer et qui peuvent même se prévoir. Maintenant, je pense que ce que disait Nicolas un peu plus tôt est tout à fait vrai quand on n'a pas les outils pour faire ce genre de choses-là. Mais les outils s'en vont dans cette direction-là. Ce ne sera peut-être pas de notre vivant, mais ils s'en vont dans cette direction-là. La modélisation de l'intelligence, la modélisation de l'empathie, ce sont des choses qui sont éventuellement, qui vont être paramétrables, j'en suis absolument persuadé. Et le problème, justement, c'est que l'être humain, souvent, a l'impression qu'il est particulier et spécial. Il y a le monde autour de lui qui, lui, quand on regarde des fourmis, quand on regarde des termites, quand on regarde des abeilles, qui sont des sociétés complexes, on n'a pas l'impression qu'il y a un élément, entre guillemets, humain ou particulier dedans. On voit devant nous des machines organiques. C'est comme ça qu'on voit, en fait, les insectes, comme des machines organiques. Et on se dit, nous, l'être humain, nous sommes particuliers.
Mais je pense en fait que là, une de nos erreurs les plus fondamentales, c'est qu'on n'est pas tellement plus particulier. Et énormément de choses aujourd'hui commencent à se comprendre. Alors vous connaissez peut-être l'anecdote avec Pollock, quand ils ont commencé à étudier les œuvres de Pollock, ils se sont aperçus qu'il arrivait à recréer des fractals. En fait, ces fractals qu'il recréait étaient exactement les mêmes, évidemment, que ceux qu'on a dans la nature. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, pas tout le monde, évidemment, qui sont attirés vers ces œuvres. Donc, intuitivement, c'est ce qu'il a fait. Et je dirais même qu'intuitivement, je pense que la plupart des artistes tentent de retrouver une structure mathématique. Alors, évidemment, c'est un peu controversé ce que je vous dis, mais je pense que ça va vraiment dans cette direction de l'être humain qui tend vers quelque chose qui est plus organique et qui est probablement à ce moment-là moins humain dans la modélisation qu'on a de l'être humain, c'est-à-dire cet être particulier, sensible, différent, qui n'appartient pas au monde qui l'entoure. Je voyais en fait dans l'architecture paramétrique la possibilité de répondre à des besoins vraiment spécifiques et un peu temporels. Mais est-ce que les paramètres peuvent penser à l'évolution du bâtiment dans le temps, dans le sens peut-être moins pour le fond, mais dans le sens si on fait une commande pour un bâtiment, on peut regarder le climat, comment il est au temps où on veut le créer, ou ses fonctions, donc qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur. Mais donc est-ce que ça amène un problème quand on veut faire évoluer dans le temps ce bâtiment-là, donc changer les fonctions internes, ou si par exemple il y a vraiment des changements climatiques, il y a une possibilité de penser aux paramètres dans l'évolution dans le temps. Je pense que c'est un sujet qui revient assez souvent. Est-ce que le bâtiment peut changer dans le temps? Puis c'est aussi une fascination des architectes. Mais je pense que la réalité, c'est que les changements qu'on s'attend, ils se produisent à un rythme beaucoup plus lent qu'on pense. Et puis, à ce rythme-là, il y a déjà des mécanismes en place qui fait qu'on peut adapter le bâtiment aux différentes conditions dans le temps, qui ne révèlent pas nécessairement de la conception initiale du projet par l'architecte. Je veux dire un exemple, des édifices à bureaux, il y en a énormément à Montréal, puis ils sont complètement génériques. Les tenant improvements de ce type-là, ça se réalise dans un minimum de contraintes. Il y a une trame, il y a une flexibilité, il y a différents usagers qui arrivent, ils les modifient. Donc, je dirais que au niveau de cette adaptation-là, il y a des choses qui existent déjà, mais si on parle de façade qui évolue, si on parle de l'enveloppe ou de la structure qui évolue, ça, c'est un autre domaine que je pense qui a énormément de potentiel. Puis, je dirais au niveau de la construction puis de la mécanique, c'est pas un niveau où c'est des réalistes, c'est-à-dire de construire de cette façon-là. On pense à un exemple au Centre Pompidou qui a été conçu pour être changé, démantelé, les étages qui se bougent, puis tout ça, tout a été fait, mais finalement, c'était tellement compliqué de faire ce type de changement-là que ça n'a pas été utilisé. Monsieur? Oui, bien, un paramètre qui n'a pas été exploré, qu'on n'a pas discuté encore, c'est vraiment le paramètre des matériaux de construction directement. Il faudrait vraiment, surtout quand on parle de baisser les coûts, des trucs comme ça, puis de réussir à peut-être diminuer un peu l'idée de fabriquer un morceau sur place plutôt qu'avoir un assemblage quand on est en chantier. C'est peut-être d'aborder un peu. Il est possible, en utilisant des techniques de vie artificielle, techniques d'apprentissage de type réseau de neurones ou algorithme génétique, d'optimiser en fonction des caractéristiques d'un matériau une structure justement pour avoir par exemple le moins de matériaux possible utilisé dans sa plus grande efficacité. Ce sont des évolutions qui ont déjà existé, qui existent en architecture, mais qui sont beaucoup plus rapides sur un ordinateur. On a démontré par exemple que la structure des cathédrales gothiques utilisait la pierre pratiquement à son maximum d'efficacité et que les avancées sur l'utilisation de la pierre après les cathédrales gothiques, ça a été Gaudi, donc on parle de presque 700 à 800 ans plus tard. Et ça a été le résultat d'une longue évolution. La difficulté ensuite, c'est la mise en œuvre, puisqu'on va obtenir des formes qui sont effectivement très semblables à des formes organiques ou des formes biologiques, qui vont faire en sorte que même si le matériau est extrêmement efficace, la construction, elle, va engloutir des coûts colossaux qui vont complètement annihiler l'impact. Donc il reste maintenant, au-delà du matériau, strictement parlé, à mettre en place les procédures de construction qui vont permettre d'optimiser également la mise en œuvre. Un autre exemple intéressant est le palais du CNIT, à la Défense, le palais du CNIT, avec une immense coupole
triangulaire, à plan triangulaire, avec des arcades à une volée de plus de 200 mètres de portée, plusieurs dizaines de mètres de haut. C'est une dalle de béton plissée dont l'épaisseur maximum, je crois, ne dépasse pas 10 cm. Par contre, la mise en œuvre a demandé des coffrages et des quantités d'échafaudage tellement colossaux que l'expérience n'a pas été répétée. Donc il reste ensuite effectivement à l'industrie de la construction à suivre et à arriver à générer les méthodes qui vont permettre des mises en œuvre aussi efficaces. Oui, je voudrais juste... je pense que Nicolas a déjà fourni les questions les plus importantes. Pour optimiser vraiment les matériaux, il faudrait les considérer dans le moment de la conception avec des logiciels d'optimisation. Mais ça a toujours existé pour les ingénieurs. C'est possible que maintenant, avec l'architecture paramétrique, si la géométrie est déjà faite de manière virtuelle et faite de manière précise, pour l'ingénieur, c'est plus facile de prendre ces géométries et de faire des itérations aussi pour voir comment est-ce que cette géométrie fonctionne comme ça ou d'une autre façon. Est-ce que la structure va aussi se faire de cette façon, combien d'itérations. Par exemple, dans Grasshopper, il y a une petite composante qui s'appelle Galapagos, qui vraiment fait les mêmes choses que Darwin a découvert depuis les années l'autre siècle, pardon. Mais c'est une porte qui ouvre, qui s'ouvre pour les architectes et les ingénieurs pour échanger et pour faire des evolutionary algorithms qui a été fermé, on peut dire ça, a été fermé pour des autres années et surtout pour les architectes. Ça a été comme quelque chose qui a été gardé pour les ingénieurs parce que optimisation, c'est un mot clé. Ça c'est cool aussi pour les ingénieurs de dire non, on va l'optimiser. Mais vraiment, il faut, pour moi, c'est très très important que le discours avec l'architecte et l'ingénieur est là. Donc il faut que les deux parties de jeu ont les mêmes outils et parlent les mêmes langues aussi. Mais aussi la conception, les constructeurs, les fabricateurs, les fournisseurs, ce sont l'autre partie du jeu. Et par exemple, dans l'industrie de la construction, c'est vraiment dommage parce que la machinerie est là. On a la machinerie pour couper des plaques et pour faire des géométries complexes parce que toutes les autos que vous pouvez voir là dans la roue, ils ont été faits avec des machines qui ne sont pas seulement OK, on va couper un rectangle et c'est tout. Et si on fait quelque chose, c'est très très coûteux. Non, la machinerie est là, mais n'est pas dans l'industrie de la construction civile ou dans l'industrie de la construction des bâtiments. Mais si elle est là, comment est-ce qu'on ne peut pas les prendre et l'utiliser pour faire d'autres choses? Ça commence. Juste en arrière. Juste pour continuer là-dessus. Ah, d'accord, excusez. Bon, en fait, pour répondre aussi à la question, ça existe déjà en fait, prendre le paramètre matériel déjà dans le modèle. En fait, il y a un exemple ici, dans les maquettes, la grande maquette blanche, c'est plus au point de vue de l'exploration que ça a été utilisé, mais en fait, des algorithmes d'optimisation topologique existent déjà. Et en fait, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va subdiviser, par exemple, une forme initiale en éléments finis pour calculer la répartition des charges à travers l'ensemble. Et finalement, à travers des boucles itératives, ces éléments finis cubiques vont venir qu'à s'éliminer s'ils ne reçoivent pas de la matière, des charges, et vont venir se solidifier s'ils reçoivent des charges pour obtenir finalement graduellement une structure de plus en plus optimale. Je pense que les deux intervenants ont bien mis le doigt sur le bobo, si vous voulez. En fait, c'est comment on réalise ces formes-là une fois qu'on les obtient. Donc, une des possibilités, c'est l'utilisation de la fabrication numérique des différentes machines qui existent aujourd'hui. Mais aussi, on peut voir venir à l'horizon les matériaux composites, donc qui ont
où finalement on vient calculer la répartition des charges pour venir, par exemple, orienter les fibres dans la matière directement lors des premières étapes de la fabrication. Donc là, c'est sûr qu'on est peut-être loin de l'architecture que l'on voit aujourd'hui dans nos villes, mais en fait, ça sent bien tout ça. Et bon, avec des nouvelles techniques de fabrication numérique qui peut imprimer des gradients de matière, donc de la matière extrêmement solide à une matière beaucoup plus flexible. Donc ça fait partie de d'autres pistes de solutions. Dans la continuité, sans amener des trucs complètement vulgaires, mais d'une certaine façon de réussir à avoir le moins de pertes, mettons, sur un 4x8, puis des trucs comme ça, de réussir à ce que, justement, tu sais, sur un chantier de construction, tu vas avoir des outils incroyables, puis la plupart des gens ils sont fiers de dire qu'ils travaillent d'équerre. Ça veut dire que les autres ne sont pas vraiment... Fait que de réussir à ce que ce soit du montage quand on est sur un chantier, puis que, justement, les angles qui sont pas d'équerre, ben, sont déjà préfabriqués d'une certaine façon. Les modules arrivent, on les installe, parce que c'est toujours plus difficile. Fabriquer un objet avec un degré de perfection relativement bon en atelier, c'est quand même assez... C'est sur le chantier qui est vraiment difficile. Puis, au niveau des pertes de coûts, là, c'est vraiment là que ça explose. Fait que c'est sûr que toutes ces formes-là sont super intéressantes, mais de réussir juste à faire un building qui serait relativement simple, mettons, à 2 fois moins cher, c'est là que ça commence à parler. Puis après ça, justement, d'aller vers de plus en plus des formes, une fois qu'on maîtrise là, le jeu, parce que de toujours complexifier. Puis, j'ai travaillé aussi avec les composites, justement, puis quand on est rendu à orienter tout ça dans le bon sens, là, on fait un ascenseur spatial. Madame, derrière, vous y intervenez? Non, c'était juste par rapport à la conversation avec les ingénieurs tantôt. Je voulais savoir, par exemple, pour calculer les charges dans un pont comme ça, est-ce que les ingénieurs vont utiliser vos outils paramétriques? Si c'est les mêmes outils, est-ce que ça veut dire qu'avec un peu d'effort, l'architecte va pouvoir faire la gêne de l'ingénieur? Non, c'est pas... OK. Non. Pour moi, vraiment, je pense qu'un bâtiment a été bien fait, qu'un pont a été bien fait, c'est parce qu'il y avait un ingénieur et un architecte qui ont parlé ensemble. Par exemple, ma firme d'ingénierie, le premier bâtiment que notre fondateur a fait, c'est l'Opéra de Sydney. OK? Il a travaillé là avec John Hudson, ensemble, vraiment ensemble, pour faire les meilleures utilisations du béton à cette époque-là, pour les années 60, et pour vraiment écouter qu'est-ce que l'architecte dit, comment est-ce que la forme doit être, et pas seulement, OK, non, on ne peut pas le faire. Donc, les outils paramétriques, pour moi, je pense qu'ils donnent comme une chambre de discours pour l'architecte et l'ingénieur. Pourquoi? Parce que normalement, les ingénieurs, ils normalement vont utiliser des outils de programmation. Par exemple, dans mon formation en Espagne, j'utilisais Visual Basic, Java, MATLAB. Donc pour moi, le calcul matriciel a été la langue que je parlais. Mais après, j'ai fait une maîtrise à l'Architectural Association et là, j'ai rencontré des artistes, des architectes qui ont été tellement bons avec les esquisses, avec la visualisation, les graphiques, etc. Mais pas si bons ou pas si préparés pour faire quelque chose qui demande de savoir de physique, de mathématiques, aussi de t'asseoir en face de l'ordinateur et d'écrire une chose qui c'est pas une langue qu'on parle normalement. On ne parle pas de for loop et tout ça. Mais quand ils ont fait sa conversion là, et quand j'ai fait la conversion de l'autre manière, de voir vraiment des choses de manière plus graphique, de les comprendre,
de pourquoi une forme ressemble mieux comme ça que comme de l'autre façon, on est devenu au même niveau. Et on a vraiment parlé la même langue. Et ça a été à ce moment-là qu'on a pu faire quelque chose de wow, ok, on est content avec ça et il n'y a pas une séparation. Parce que la séparation vraiment n'existait pas. C'est une séparation que l'industrie a fait après la révolution industrielle. Pourquoi? Parce que c'est meilleur comme ça, c'est meilleur de compartir les spécialistes dans ces champs pour standardiser, pour faire la production en masse des choses. Ok, donc pour moi c'est quelque chose qui je préférerais que ça n'existera pas. Mais c'est pas c'est important de comprendre que c'est pas l'architecte en contre de l'ingénieur et que si l'architecte va utiliser l'architecture paramétrique et l'ingénieur aussi, qu'ils vont devenir comme like warriors or that they're gonna fight against each other. That's not. Ça c'est pas that's not the goal. C'est pas le but. Ouais. J'ai encore 3 interventions. Monsieur. Oui, moi je vais vous lancer sur une autre piste. Je voudrais parler un peu, Nicolas Reeves a mentionné 2 reprises la question de l'urbain, de la forme traditionnelle, qui est la maison québécoise, l'étérité, des modèles normands. Rappeler à juste titre qu'on reproduit ce dont on est familier. Et là aussi, l'histoire de nos formes urbaines, c'est aussi l'histoire de notre possibilité de construire. Hein. C'est aussi les techniques de construction qui forment nos villes aussi. Et dans cette logique-là, il m'apparaît que si nous disposons des outils pour construire des designs paramétriques, il me semble que ça ne devra pas faire l'objet d'un grand doute. Il me semble qu'on s'en va vers ça, hein, que des outils vont exister. Donc, j'imagine que cette architecture-là va advenir éventuellement. La question est, quand on regarde, par exemple, la production ici, quand on regarde les magazines, etc., les studios dans les ateliers d'architecture, dans les universités, on est quand même confronté un peu à l'idée que ce sont des objets à ce moment-ci. Or, l'urbanisme moderne a été notamment très critiqué pour être une construction d'objets qui n'avaient pas de lien avec ce qui faisait le tissu principal de la ville. Et ma question est, est-ce qu'on va parvenir à... parce qu'on pourrait aussi regarder ça et dire, ben non, l'architecture paramétrique, conceptuellement, elle peut justement réagir, un peu comme on a dit, à ce qui fait l'humain, ou elle pourrait changer, elle pourrait s'adapter, et peut-être à ce moment-là, elle est encore plus, entre guillemets, contextuelle, même que l'architecture traditionnelle, entre guillemets, encore une fois, qu'on a. Ou alors, est-ce qu'au contraire, les formes, parce que ce sont des formes nouvelles, vont toujours être à ce point nouvelles que ça va toujours rester une espèce d'architecture de l'objet. Et donc, je me demande si les gens qui sont sur le panel, est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question-là? Est-ce que c'est une préoccupation ou c'est vraiment pas dans le champ des réflexions? Peut-être moins au niveau de l'urbanisme, mais au niveau de l'architecture, pour nous, c'est quelque chose de très important, dans le sens que on ne désire pas que les objets restent virtuels. Donc, c'est une position qu'on a prise à l'agence et à travers un parcours académique également. C'est-à-dire que chaque objet a une évolution propre. C'est-à-dire qu'aussitôt que l'objet virtuel, donc conceptuel, doit répondre à une certaine matérialité, à un système constructif, une connexion. Donc, l'objet doit évoluer. Et dans son évolution, l'objet devient de plus en plus précis. Donc, de là, l'idée d'essayer de travailler de manière plus étroite avec les fabricants, les manufacturiers, les autres professionnels, de manière plus proche, de manière à pouvoir faire en sorte que ces objets-là, qui sont nouveaux, puissent avoir une évolution peut-être plus humaine et se rapprocher à un système de construction une architecture
qui peut se construire, là. Donc, dans le fond, ça, c'est la vision que l'agence a prise pour faire en sorte que l'objet soit pas déconnecté de son contexte, parce que le contexte est quelque chose de quand même important dans l'architecture, parce que ces modèles-là, basés par exemple sur des modèles abstraits, que ce soit en mathématiques ou dans d'autres disciplines, restent totalement déconnectés d'un site. Donc après ça, comment un architecte prend ces notions-là de d'autres disciplines et fait en sorte que l'objet qui est créé sur ce site-là en particulier est unique à son contexte, unique à ses relations, par exemple le pont, le musée, le programme qui était donné dans le concours. Donc, moi, je pense que le fait que l'objet abstrait réponde à un contexte précis, plus sa matérialité et la conscience de l'architecte à vouloir matérialiser, fait en sorte que l'objet est beaucoup plus réalisable et plus proche d'une réalité, en fait. C'est une préoccupation constante. J'ai été dans l'atelier de Melvin Charney, architecture urbaine, et c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué mon parcours, et j'ai 3 petits architectones qui sont en ce moment exposés à l'Université de Montréal, qui reviennent directement dans l'exposition en hommage à Melvin. Cette préoccupation, elle est essentielle, parce qu'effectivement, un grand nombre de ces objets, comme tu les décris, sont des objets héroïques, des objets qui sont complètement déconnectés de la réalité. Zaha Hadid est un excellent exemple. Je veux dire, le gratte-ciel de Zaha Hadid sur le port de Marseille est un ovni. On ne sait pas ce qu'il fait là. La même chose avec son pavillon dans la cour de l'Institut du Monde Arabe. Ce sont des choses qui peuvent être déplacées et transportées. Alors que précisément, le potentiel de l'informatique, qui ne se limite pas évidemment au paramétrique, se limite au traitement simultané de grandes quantités de données, permet de travailler des intégrations à tous les aspects du contexte d'une façon extraordinairement fine, et permet même justement de travailler des lieux à des échelles auxquelles on n'aurait même pas pensé si on n'avait pas eu un ordinateur sous la main. Il y a quelqu'un qui avait décrit, je crois que c'était Patrick Guedes, urbaniste qui avait travaillé en Inde, là, au début du XXe siècle, qui parlait de ces urbanistes qui, en 2 coups de règle parallèles, dictent le cadre de vie de 500 000 habitants. Donc, précisément, le travail sur l'ordinateur permet d'éviter ça et de travailler chaque petit lieu pour ce qu'il est, en fonction de lui-même et des liens qu'il entretient avec les lieux voisins. Donc évidemment, ce n'est pas le paramétrique qui va le résoudre, mais effectivement, cette profusion de formes qu'on observe aujourd'hui, on voit quand même une certaine exaltation chez les architectes. On peut comprendre que cet immense potentiel qui s'ouvre, cette exploration, quelque part, on peut que s'en féliciter aussi. Mais comment faire maintenant pour que ces formes atterrissent en ville, arrivent en ville en fait, et habitent la ville au même titre que les habitants? Mais ça, effectivement, cette problématique-là est une préoccupation. Merci aux panélistes, c'est super intéressant. Moi, je n'ai pas assisté à une conférence d'architecture depuis les conférences à Caen des années 90. Alors, je suis un peu en retard. Mais ce que je suis ingénieur en informatique. Je travaille aussi beaucoup avec des bâtis, surtout du côté des data centers, des choses comme ça. Et ce que je voudrais peut-être partager là-dessus, c'est que l'architecture paramétrique, la façon de la voir évoluer, puis je vois aussi les jeunes qui arrivent derrière nous, c'est qu'eux autres sont beaucoup plus habitués d'utiliser les médiums, les numériques, les simulateurs, les simulations en réseau, pour visualiser un peu d'avance de quoi va avoir l'air le bâti. Donc, pour les architectes, qui est juste un conseil que je vous donne, en ingénierie, on fait ça depuis 10-15 ans, c'est qu'on travaille souvent maintenant tous ensemble sur le même design, avec Katia, avec des écosystèmes, des systèmes comme Frank Gehry utilise pour faire des choses extraordinaires, très complexes. Et je pense que pour les architectes qui ont beaucoup de talent au niveau artistique, au niveau sociétal, puis des choses comme ça, de prendre ce chemin-là pour essayer donner plus d'influence aux ingénieurs, aux informaticiens, aux gens qui n'ont pas le côté créatif aussi développé que les architectes, d'essayer de rentrer dans ce moule-là par les logiciels très, très évolués et d'amener votre créativité à changer
les designs, influencer les designs et de montrer ça aux gens d'avance. Et là, il y a beaucoup d'outils qui s'en viennent, autant au niveau informatique comme des mini-vaisseaux-systèmes plus abordables, et aussi des imprimantes 3D qu'on commence à voir surgir. Et ça va vous permettre de faire du CAD-CAM de façon très facile, de créer des objets très facilement et de pouvoir montrer aux gens sur YouTube, whatever, qu'est-ce qu'il pourrait être fait, soit pour le pont Champlain, des choses comme ça, sans que ça soit nécessairement très dispendieux ou qu'il y ait nécessairement une façon très élitiste de participer à ça. Les gens peuvent commenter d'avance sur ce qui est proposé. Donc les gens, nous autres, travaillent beaucoup sur des jeux vidéo, à partager, à être dans ce genre d'environnement-là. Et quelque part, l'architecture périmétrique, s'il y a un futur à ça, ben, c'est d'amener un peu tout le monde à la même page, comme vous disiez, où l'ingénieur, l'architecte, l'urbaniste, l'artiste, la société, les dirigeants vont visualiser d'avance, rapidement, des formes, des simulations, des itérations, pour qu'on arrive à... on n'arrive pas à la commission Charbonneau. Est-ce que vous voyez ça au Québec un peu plus avancé, plus rapidement que dans les 20 dernières années? En 1977, au Québec, on était vraiment très choyés. On avait 40 ans d'avance sur tout le monde. Et on a fait tout ça complètement avec le temps, avec les Olympiques. Et en Europe, ils sont très, très avancés là-dessus. Et aux États-Unis aussi. Et au Québec, il faut changer. Il faut prendre ce chemin-là. Oui. On commence à bien comprendre tous les avantages du paramétrique quand on parle plutôt des aspects techniques, fonctionnels, optimisation de structure. On voit bien ce que ça peut apporter pour le traitement de l'information qui doit rentrer dans un bâtiment. Les exemples que ça a montré de façades optimisées pour les apports de lumière. Mais, donc on comprend bien les avantages de ce côté-là, mais il y a plusieurs exposés qui ont commencé en parlant de génération de la forme, génération formelle. Qu'est-ce que ça apporte au niveau formel? Pourquoi? Est-ce qu'on est mieux parti avec des formes complexes? Qu'est-ce que cette complexité formelle ou ces formes organiques, pourquoi est-ce que ce serait mieux des formes organiques, premièrement, que des formes pas traditionnelles? Et qu'est-ce que ça apporte à l'architecture d'avoir des formes aussi complexes ou plutôt organiques que non organiques? Puis justement, quand on pense aux architectures pré-paramétriques qui essaient de représenter le mouvement dans l'architecture, c'est souvent des architectures qui sont le plus figées. On a souvent des résultats très, très figés. Et puis, c'est ce qu'on voit aussi avec les cas des études itératives comme ça, où on choisit, on a 1000 options, on choisit une des 1000 qui nous plaît le plus. Mais finalement, le résultat est aussi figé que quelque chose qu'on aurait fait sans le modèle paramétrique. Donc, qu'est-ce que ça apporte, cette complexité? Pourquoi on en a besoin aujourd'hui? Est-ce qu'un monde complexe nécessite absolument des formes complexes? Une question? Un exemple très très facile, c'est par exemple quand on regarde les ponts. Toujours on voit, par exemple, si on regarde un pont avec votre ami, vraiment toute la aile de la I n'est pas nécessaire toujours là. Okay? Mais c'est très, très coûteux pour découper les parties qui ne sont pas vraiment utilisées toujours. Okay? Mais si on pense par exemple aussi, des fois, la plupart des fois, les ponts. Je pense que les gens peuvent m'écouter. Okay. Par exemple, il y a aussi beaucoup de fois qu'on regarde un pont et les poutres a toujours la même hauteur. Mais il y a beaucoup de fois que ce n'est pas nécessaire. Qu'on pourrait faire quelque chose comme une arche, comme une courbe, comme d'autres courbes plus complexes que les arches. Parce que par exemple, la plupart des arches
de bonne énergie qu'on voit, ils ne ressemblent pas à une parabole. Ils sont une courbe circulaire. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de les faire sur le chantier. Parce que c'est plus facile de les couper comme ça que de faire quelque chose un peu plus avancé, d'utiliser une caténaria ou une caténarie ou un parabola. Donc, c'est ça. Vraiment, il y a beaucoup d'opportunités pour optimiser la forme, mais il faut que ces conceptions-là va ensemble avec la fabrication. C'est la même chose que je viens de parler toute la soirée. Donc, ce que vous dites, c'est que la satisfaction des formes vient de leur optimisation technique. Est-ce que purement formellement, est-ce que les formes complexes nous apportent quelque chose si on oublie le côté optimisation structurelle ou technique? Oui, parce que vraiment, il y a beaucoup d'exemples dans le monde organique qui sont vraiment efficients pour la fonction qu'il fait. Oui, si on les construit, si on le prend et on reconstruit comme une imitation de la nature ou comme une représentation de la nature, est-ce qu'ils sont encore intéressants? Si on construit si on construit un bâtiment qui ressemble à une aile de papillon, est-ce que c'est encore aussi intéressant qu'une vraie aile de papillon parce qu'elle ne va pas bouger, elle va rester figée? Est-ce que le Parthénon ne reste pas plus intéressant, même s'il ne peut pas bouger et qu'on est figé? Est-ce qu'il n'y a pas plus de possibilité de mouvement dans le Parthénon que dans un bâtiment en forme de papillon? C'est pas vraiment une critique, une attaque contre le paramétrique, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant à penser. Est-ce que la neutralité apporte pas plus de liberté que de figer des formes qui sont extrêmement complexes? Je crois avec la diapo, par exemple, de toute l'architecture baroque, comme Olivier disait, les peintures de Pollock les gens étaient attirés pour les regards. Donc il y a une certaine recherche, on peut appeler de beauté et d'une esthétique qui plaît, qui nous surprend, qui vient nous chercher à l'intérieur. Et plusieurs exemples, que ce soit en architecture, la peinture, les arts, sont générés à partir de systèmes de mathématiques, de représentations qui s'associent à la biologie, des trucs comme ça. Donc, je crois que ça, premièrement, il y a une question de recherche d'une certaine beauté. Et en même temps, comme Maria l'a dit, c'est d'essayer d'allumer une optimisation qui fait en sorte que quand on voit cet objet-là, c'est frappant. Donc, comment cet objet-là peut venir dans l'espace sur 3 points, par exemple. Donc, je pense que la notion de beauté, la notion d'efficacité vient nous chercher en quelque sorte dans tout objet, personnellement. Puis après ça, troisièmement, je crois que c'est une question de subjectivité par rapport à la personne qui la regarde. Il faut quand même démêler deux choses ici. La première chose, c'est une forme organique qui n'est pas nécessairement complexe. Aussi, les formes organiques peuvent être justement les plus simples qui soient, et le processus d'optimisation peut mener à une forme simple. Il existe des formes extrêmement simples qui précèdent l'architecture algorithmique et qui ont demandé des trésors d'imagination pour que les pyramides d'Égypte tiennent. La structure interne est extrêmement complexe. Et parmi les exemples, je pense par exemple au Grand Théâtre de Bordeaux, qui est un édifice classique. La façon d'aller chercher les frontons a demandé des découpes de pierres qui sont d'une complexité invraisemblable pour arriver à une forme simple. Donc je pense qu'il serait déjà une fausse piste de penser qu'on va chercher de la complexité parce que c'est plus beau, qu'on va chercher les formes naturelles parce qu'elles sont plus belles. Les formes naturelles ne sont ni belles ni moches, c'est-à-dire tout dépend de ce qu'on sélectionne dans la nature avant de décider que c'est beau ou pas. Et que le travail sur l'algorithmique qui mène aux formes organiques est probablement plus lié justement à ce désir d'efficacité ou d'optimisation qu'on associe à l'évolution du vivant. Dans quelques milliards d'années, on pense que la vie a généré les formes les plus optimales et que probablement on devrait arriver à quelque chose comme ça, des formes qui vont être plus résistantes avec la plus grande économie de moyens, parce que la vie fait justement des grandes économies de moyens. Mais il faut faire extrêmement attention justement à cette idée. La complexité n'est ni une qualité ni un défaut, c'est un état. La simplicité également. Et ma position, c'est que dans un environnement urbain, il faut rechercher justement cette diversité, cette variété de formes qui vont multiplier les expériences des gens qui les parcourent. Ce qui
qui s'applique à la ville ne s'applique pas nécessairement à l'objet ou à la maison. Juste un commentaire en même temps, peut-être une réflexion sur la soirée en général, les discussions en général. Je pense que rapidement tout à l'heure, de ce qu'on peut tirer de toutes les questions, c'est que la discussion semble porter sur la géométrie et de comment est-ce qu'elle peut servir de médiateur entre l'art et la nature. Je pense que c'est ce que la plupart des projets ce soir montrent et la plupart des discussions portent autour de ça. Donc, comment est-ce que la géométrie ou les mathématiques peuvent servir soit à la lecture de la nature, est-ce que par la géométrie on peut lire la nature, ou est-ce qu'on peut la répéter ou l'améliorer par exemple. Et je ne sais pas si parce que vous avez parlé du Parthénon visiblement ou de l'architecture classique, je ne sais pas si on remonte à la Renaissance, je pense que la géométrie, de la façon dont elle était abordée ou de la façon dont elle était utilisée, c'est qu'on y voyait une qualité transcendantale, donc c'était une lecture de l'ordre de l'univers. Est-ce que par la géométrie, on peut réussir à répéter cet ordre qui existe dans l'univers? Puis de l'autre côté, l'art, quand on essaie d'appliquer la géométrie à l'art, ben c'est rapidement, je pense que dans la présentation, on a parlé du mot malaise. Puis c'est le malaise qui existe par rapport à l'architecture paramétrique ou l'excès de la forme ou la complexité. Je pense que c'est là j'en arrive un peu à votre question, c'est que je pense que dans l'art ou quand il y a une recherche esthétique par rapport à l'architecture ou au développement, mais je pense que ce malaise-là, il n'est pas négatif ou il n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut éviter. Je pense qu'au contraire, c'est un malaise qui est recherché à certains moments. Puis je suis juste curieux de voir en fait comment est-ce que dans les nouvelles possibilités géométriques peut-être permettent de recréer une espèce de qualité transcendantale qui existait par exemple à la Renaissance qu'on voyait dans la géométrie. La géométrie servait à lire le cosmos, la complexité de l'univers, puis c'était seulement une lecture de l'univers. Maintenant qu'on est capable de recréer ces formes qui sont plus complexes que l'être humain, plus complexes que ce que l'être humain est capable de générer, je pense que ce malaise-là devient important aussi, puis devient... En fait, je ne sais pas si c'est une question, mais est-ce que ce malaise-là n'est pas un agenda, par exemple, dans la recherche architecturale ou la complexité architecturale? Je pense que si le Parthénon, par exemple, c'est pas un exemple de simplicité, au contraire, c'est que la qualité esthétique du bâtiment, c'est d'une recherche transcendantale c'est une création, en fait, une création qui est les mêmes choses pour les pyramides, par exemple. Je pense que... En tout cas, je ne sais pas si ça répond un peu aux questions, mais je pense juste que ça peut devenir un agenda. Quand je parlais de malaise, je pense que ça revient un petit peu à ce que disait Nicolas et ce que disaient les autres. Quand je parlais de malaise, c'est pas, en fait, comme vous le disiez, c'est pas un malaise forcément négatif, mais je pense que c'est une remise en question de nos modèles. On a une culture qui est là, en fait, une culture occidentale aussi. On a une perception du monde. Et moi, je pense en plus que la perception du monde, comme je vous l'ai dit, elle est fondamentalement liée à notre biologie. Nicolas l'a un petit peu dit, on est quand même aussi, on est des prédateurs, on a des yeux d'une certaine façon, on a une vision tridimensionnelle, on vit entre nous selon une certaine façon, et je pense, et je suis certainement pas un historien de l'architecture, mais évidemment ce qu'on bâtit correspond aussi à l'évolution de la forme humaine et l'évolution de l'être humain dans une société. Et cette évolution de l'être humain, les choses qu'on bâtit, qui sont en fait des reprises, des abris qu'on avait, ces choses-là en fait correspondent fondamentalement à notre relation dans un monde en évolution dans lequel nous sommes prédateurs, nous devons survivre. Et quand tout d'un coup, et ça c'est notre identité biologique, on a une identité biologique. Et là tout d'un coup avec les ordinateurs, c'est là où le malaise vient, c'est un malaise qui est intéressant, c'est qu'on voit une autre identité. Comme si tout d'un coup, je vous mettais des lunettes et vous commenciez à voir, comme on le voit par exemple, le spectre de la lumière plus large. Tout d'un coup, le monde change complètement. C'est ça qui arrive et je pense que ce malaise vient de là. Et parfois, j'ai l'impression, et je dis parfois, c'est pas toujours le cas, parfois j'ai l'impression qu'en réponse à ce malaise, où les modèles de notre monde sont remis en question, en réponse à ce malaise, on retourne vers quelque chose qu'on a l'impression qui nous appartient, une espèce de petit côté ici, et on dit que c'est la sensibilité humaine, que c'est l'art humain, que c'est toutes ces choses qui sont intangibles. Et on a l'impression que l'intangible, c'est ce qui nous, en fait, c'est ce qui nous identifie, ce qui nous protège par rapport à ce monde qui nous semble très, 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 très difficile. Et pour reprendre, en fait, ce que j'aime beaucoup ce que disait aussi Nicolas, mais pour reprendre un peu ce qu'il veut dire, c'est pas parce que quelque chose est complexe, parce qu'on parle souvent d'une complexité dans l'intelligence humaine ou dans la sensibilité, c'est pas parce qu'une chose est complexe qu'elle n'est pas un mécanisme. Qu'elle n'est pas un mécanisme. Une chose peut être extrêmement complexe et être quand même un mécanisme qui pourrait éventuellement être
mécanisables et qui pourraient être on pourrait en faire un paramètre. Maintenant, on n'est pas encore capable, parce que c'est extrêmement complexe, mais complexité ne veut pas dire intangible. Expliquer si les gens se questionnent par rapport à ce type de représentation-là, sauf que les gens n'hésitent pas de se rapprocher des technologies de plus en plus. Donc, comment on explique ça, que les gens vont s'acheter des... Bon, alors là, je vais vraiment être dans une autre tangente, mais je ne vais vraiment pas prendre trop de temps parce que ça devient trop personnel comme truc, c'est plus dans mes réflexions. Mais en fait, je pense que pour revenir quelqu'un avait posé une question tout à l'heure sur ce qu'on contrôle. L'architecture, c'est un peu ce qu'on contrôle. En fait, d'après moi, on contrôle très très peu de choses dans le monde dans lequel on est. On est contrôlé par une espèce de continuum qui va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, qui passe par les bactéries, les neurones, l'intelligence, et qui crée ensuite des systèmes qui nous dépassent. Je pense que les systèmes qui nous dépassent, c'est la société contemporaine. Il y a une vitesse qui est dans la société contemporaine, il y a un échange d'informations. C'est un continuum de systèmes. Autant le neurone qui n'a aucune personnalité, aucune conscience, crée un être qui a une conscience, autant l'être qui a une conscience va créer quelque chose qui le dépasse, c'est la bactérie. Donc c'est comme ça que moi je vois ça, je vois vraiment qu'on est pris dans une espèce de continuum qu'on ne contrôle pas, mais qu'on n'a jamais contrôlé. C'est là où je vois la différence. Et les recherches sur la neurologie, controversées, il est vrai, mais beaucoup de recherches en neurologie montrent que la conscience humaine, en fait, c'est quelque chose qui vient a posteriori, après l'action. D'abord vient l'action, ensuite vient la volonté de faire l'action. En fait, qu'on serait beaucoup plus des mécanismes qu'on le croit. Et je pense que ça a toujours été le cas, sauf que ça semble très, 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 très évident maintenant, parce que les mécanismes ont pris tellement d'ampleur et de vitesse qu'on est déphasé par rapport au monde qui nous entoure. Ça fait un bout de temps que je voulais intervenir, ça fait que j'ai quasiment un peu perdu mon idée. Mais moi, quand je regarde les formes, je trouve qu'on est quasiment plus dans le domaine de la texture que dans le domaine de la forme optimisée. J'ai un intérêt pour la structure, les forces et la forme depuis longtemps. C'est ça. Je trouve que des fois, on se trouve à la rigueur, on changerait d'échelle, puis c'est une texture. On n'est plus dans la forme, on est rendu dans la texture. C'est tout. Mais en fait, ça, c'est disons un problème d'échelle. Parce que pour une exposition comme celle-ci, on a un espace X, on ne peut pas sortir des maquettes plus grandes que... Et au niveau ressources aussi, là, je veux dire, la plupart des gens qui sont ici sont soit des étudiants, des jeunes pratiques, ou 2 étudiants, 2 jeunes pratiques. Donc, en fait, beaucoup de recherches sont faites à plus petite échelle. Les prototypes sont sortis, un peu comme monsieur l'expliquait, avec les technologies qu'on a besoin, avec des impressions 3D, ces différentes structures en stéréolitho. Donc, c'est une première façon de pouvoir toucher l'objet, de pouvoir le comprendre, de pouvoir l'analyser avec notre œil, sous tous les sens, de manière peut-être plus humaine. Oui, c'est vrai. Après ça, le défi, c'est une fois que cet objet-là doit arriver, passer à une autre échelle, c'est quoi le système qui va matérialiser cette forme-là? Donc, c'est vraiment, comme je l'expliquais tantôt, c'est une série d'évolutions dans le modèle qui fait en sorte qu'on prend connaissance de sa matérialité de manière plus précise. Et par conséquent, la forme évolue assurément. J'ai mal dit mon truc. C'est que moi, je pense que quand on veut optimiser, là, à mon avis, j'aurais imaginé qu'on serait arrivé à quelque chose d'ultra simple. À mon avis. La forme la plus optimale, elle serait super simple. Bien, en fait, c'est peut-être une question de perception. Parce qu'en fait, par exemple, dans l'image du pont que vous voyez là, je ne me souviens plus par cœur, mais il y a un nombre très réduit de familles de membrures afin d'éviter qu'il y ait des HSS, 50 types d'HSS là-dedans, ou des tubes, etc. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le processus d'optimisation avec les ingénieurs, on définit un minimum de familles qui peuvent répondre aux besoins structurels. Donc, on essaie d'éliminer
d'avoir pour rien 50 familles de structures. Donc, peut-être qu'à l'œil, on ne le voit pas, mais au niveau du calcul, c'est là, c'est un peu caché, c'est des secrets cachés. Je passe 8 heures et je vais prendre une dernière intervention. Oui, je me demandais si... Excuse-moi. Ça dépend aussi des forces qu'on ajoute sur les modèles. Parce que par exemple, les arbres, ils ont les différentes combinations de forces pour les vents sont un numéro très très grand, ok? Mais quand on construit, quand on fait la construction de la structure, normalement, on regarde le corps, on va voir, ok, combien de combinaisons est-ce qu'il y en a, et on peut considérer les vents comme ça, les vents comme ça, les vents vont venir des infinis vecteurs. Mais il y a des fois, la plupart des fois, qu'on va rationaliser ces combinaisons-là, et on va arriver peut-être avec un numéro de combinaisons de 100, 200 combinaisons, qu'aujourd'hui on peut facilement faire avec l'ordinateur. Mais les arbres, ils ont des combinations de forces infinies. Et la façon qu'ils ont de faire son structure, c'est pas comme ça. Ça, j'ai testé. Mais ils l'ont fait pendant des millions et milliards ans. On a des logiciels aujourd'hui pour nous approximer à ça. Mais c'est vrai que quand on pense à une forme optimisée, on pense que c'est quelque chose qui est straight ou que c'est court. Ça dépend des paramètres que nous produisent tous les modèles. Donc, je me demandais si on pensait voir avec l'évolution de l'architecture paramétrique, peut-être une évolution aussi dans le partage des données, dans le sens qu'on peut avoir une architecture davantage complexe, et donc le calcul d'ingénieur ne sera plus nécessairement à la verticale, horizontale, avec des matériaux tels que le béton, l'acier, etc. Donc, est-ce qu'on va avoir un peu le brevet sur notre formule paramétrique, ou est-ce qu'on pense voir un partage, et à ce moment-là, s'assurer qu'il y ait un ingénieur qui puisse réparer le pont, ou le bâtiment pouvoir l'agrandir éventuellement dans le temps? Le droit des codes. En fait, il y a une réponse partielle à votre question qui commence à se dessiner en fait à l'horizon sur le net. C'est l'utilisation d'open source autant au niveau des logiciels, mais aussi au niveau du code. Donc les gens partagent éventuellement le code qu'ils produisent. Et c'est beaucoup comme ça actuellement, en fait, que ce paramétrique, en tout cas, se développe, effectivement. Il y a toujours possibilité pour certains de fermer la boîte noire, mais je pense qu'actuellement, du moins, la tendance est davantage à partager ce code-là qu'à le garder pour soi. C'est peut-être pour ça qu'on voit autant de bâtiments qui ont des similitudes. En quelque sorte, les gens partagent les mêmes codes et l'utilisent à différentes sources. Mais moi, ce que je trouve, finalement, ce qui est intéressant, c'est beaucoup, dans le fond, dans ces outils-là, il y a deux façons de les voir. Il y a, disons, l'image, par exemple, avec le logiciel Grasshopper, où tout est pas mal inclus. Si on reprend cette image-là, on est capable de recréer le projet. Donc, finalement, c'est vraiment une association de commandes qui sont déjà embed dans le logiciel et c'est le créateur qui crée ces liens-là pour arriver à une forme X. Tandis que ces logiciels-là peuvent être également, on peut intégrer des fonctions qu'on a faites et ces fonctions-là, finalement, c'est finalement, comme Marianne le disait un peu plus tôt, un peu l'écriture ou la recette du concepteur. Et cette recette-là, si le concepteur la garde, c'est impossible pour n'importe qui de recréer ce bâtiment-là. Donc, je pense que c'est là la force d'une architecture paramétrique, par exemple, des outils de programmation qui font en sorte qu'il
il y a beaucoup de subjectivités qui peuvent être écrites dans les langages informatiques qui font ensuite, qui génèrent la représentation finale du projet où l'architecte se retrouve. Les clients vont devoir s'assurer que dans le cahier des charges, puissent avoir accès peut-être au fonctionnement. En fait, si vous regardez un des cartels, là, à un endroit, il y a une des fonctions qui est décrite là, qu'on a décidé de partager, mais qui est notre création, en fait. Écoutez, je veux vous remercier pour votre participation. Merci à notre panel aussi qui a répondu. Brièvement, on a dit qu'on ne ferme pas immédiatement, donc vous pouvez rester et continuer à parler entre vous aussi. Merci.